Radiona, PDG de Guanomad. Nous avons Melissa Gaylor-Timazaf, une consultante spécialisée dans le Impact Investment, investissement à impact, un nouveau concept qu'elle nous présentera tout à l'heure. Nous avons aussi M. Étienne Berthelot, responsable relations commerciales EcoCert. Et enfin, et non le moindre, le très normatif M. José Koutmanzak, qui est donc certifié Competitiveness and CSR par la World Bank Institute et qui est donc un spécialiste des normes. Il nous parlera notamment de la norme ISO 21000. Pardon, 26000. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu le 1, peut-être avec le I de ISO. Très bien, donc on va procéder comme ce qu'on a fait auparavant. Je vais d'abord retracer un peu ce que la RSE, bien que je suppose que vous avez déjà eu des informations sur ça. Donc la responsabilité sociétale des entreprises, si je peux me permettre de faire un petit historique. Tout d'abord, en français, le mot responsabilité dans les activités commerciales est apparu vers le XVIe siècle. Le premier mot qu'on parle de responsabilité, c'était au XVIe siècle. Mais quand on parlait vraiment de responsabilité au sein des entreprises, c'est à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on a développé l'industrialisation. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une autre étape très importante. Vous vous souvenez, enfin, historiquement, il y avait les 30 glorieuses après la guerre mondiale. Donc, dans les années 70, les 30 glorieuses se sont arrêtées à cause des chocs pétroliers. Et lorsqu'il y avait les chocs pétroliers, les gens se sont dit « Ah, il faut être un peu plus responsable lorsqu'on entreprend ». Et c'est là qu'est venu, sous l'impulsion des ONG, le premier, disons, source de responsabilité sociétale. C'est-à-dire c'était encore purement, comment dirais-je, pas trop financière, mais je dirais purement efficacité. Une amélioration de l'efficacité de l'entreprise, aller dépensant moins parce que le pétrole coûte un peu plus cher. Plus tard, il y a eu les gouvernements, les nations qui ont repris ces concepts d'efficacité dans les entreprises. Et puis aujourd'hui, si je peux dire, on a eu depuis le 10-15 ans une tentative de mettre vraiment des normes sur ça, de standardiser ça au niveau international. Et là où on parle en ce moment, on pense de plus en plus à partir des consommateurs, plutôt l'opinion publique qui vraiment pousse à ce que la RSE soit au cœur de toutes les activités des entreprises. Donc il y a une conscientisation de tout le monde, notamment les consommateurs, à pousser vraiment la RSE comme un outil pour faire participer le secteur privé dans la RSE. Donc. Voilà si je peux résumer un peu l'historique, mais sans plus tarder, donc je passe la parole à M. Eric Radzona, PDG de Guanomad, pour son allocution. Merci. Bonjour à tous. Donc dans un premier temps, je vais faire passer une vidéo concernant l'activité de Guanomad. Comme vous connaissez Guanomad, donc l'activité principale, c'est la commercialisation et la production d'engrais bio à base de caca de chauve-souris. J'aime bien dire caca de chauve-souris parce que comme ça étonne les gens, on veut de la fiente de chauve-souris. Donc c'est une activité qui a démarré depuis 2006. Et donc j'aimerais bien, à travers un peu notre activité de RSE, faire une petite vidéo et vous expliquer exactement notre démarche en matière de RSE. Donc si vous permettez, si on peut faire passer la vidéo et je vais commenter ensuite après juste le passage. Merci. Donc, je pense que vous avez vu à travers la vidéo que nous développons 4 thèmes qui sont très importants aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la lutte contre la sécurité alimentaire,
Nous, notre objectif aujourd'hui est de dire qu'à Madagascar, c'est un pays à vocation agricole. Et si on veut aujourd'hui sortir de la crise alimentaire, c'est développer l'agriculture. Pour vous donner quelques chiffres, ça m'a en titre d'information, c'est quand même lié à RSE, c'est que Madagascar aujourd'hui possède 36 millions d'hectares. 36 millions d'hectares cultivables. Aujourd'hui, on n'exploite que moins de 10%. 80% de la population malgache aujourd'hui vit dans le milieu rural et malheureusement ne contribue qu'à moins de 29% du PIB à Madagascar. Donc on a un potentiel énorme et donc c'est vrai que nous, on promet l'agriculture justement pour sortir Madagascar de la crise alimentaire. Deuxième thème qui est très important à travers ça également, je pense que vous avez compris également, c'est la protection de l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est un produit bio et donc nous on promeut justement cette protection de l'environnement. Derrière aussi, vous avez également l'agriculture biologique, la filière bio. À Madagascar, malheureusement, beaucoup ne s'aperçoivent pas que la filière bio, c'est l'avenir. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, que quand vous faites des exportations en matière de produits bio, vous avez une valeur ajoutée plus importante. Si vous allez à l'étranger, par exemple, vous avez des produits bio et vous apercevez qu'il y a 20-30% de marge supplémentaire. Donc c'est très important que même à Madagascar, aujourd'hui, on sensibilise les paysans à rentrer dans la filière bio. Et enfin, quatrième thème qu'on avait vu à travers ça également, c'est le développement rural. Aujourd'hui, nous avons 120 grottes aujourd'hui sur le territoire national et on emploie 400 à 500 saisonniers dans les grottes. Par rapport à ça, donc, on crée de l'emploi, on crée des pistes et également on verse des redevances à la commune et également à la région. Donc vous voyez déjà, Guanomad, dans son activité même, justement, a cette activité de RSE. Nous avons créé à travers, parallèlement, nous avons créé également une association qui s'appelle Movements to Tool. Donc nous avons mis en place une antenne sur tout le territoire national pour permettre à tout le monde de participer à ces actions sociales. Donc beaucoup aujourd'hui des membres de notre association, je ne peux pas l'appeler fondation, mais en quelque sorte c'est une fondation, sont des opérateurs économiques de la région. Beaucoup d'opérateurs ont envie de faire des choses à Madagascar, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Donc nous, on a mis en place justement cette association qui permet aux opérateurs économiques de contribuer aux œuvres sociales à Madagascar sans pour autant y mettre des cotisations. Comme vous savez, il y a des clubs de service à Madagascar, vous devez payer des cotisations pour participer aux œuvres sociales. Nous, on dit non. Nous avons aujourd'hui un fonds disponible pour l'activité RSE et on dit si vous avez cette volonté, si vous avez envie d'œuvrer pour des œuvres sociales à Madagascar, venez adhérer à notre association et participer avec nous. Sans pour autant, il n'y a pas d'engagement financier, c'est vraiment du volontarisme. Et on développe ça aujourd'hui, je crois, sur 7 ou 8 régions, on est présent à Madagascar. Donc, c'est très important pour nous parce que notre objectif à travers ça, c'est décentraliser l'activité RSE. On a très peu de moyens, mais on essaie quand même de faire le maximum pour répondre aux attentes. Alors nos priorités, c'est l'éducation, comme vous avez vu ça. Il y a l'éducation, il y a la santé et il y a le développement de l'agriculture. Voilà. Donc c'est ça un peu pour nous aujourd'hui nos priorités. Donc je lance un peu un appel également, j'en profite de lancer un appel auprès de vous. Si vous voulez participer, venir avec nous pour développer cette activité RSE, non pas seulement sur Antananarivo, mais sur les autres provinces. Nous sommes disposés à travailler avec vous. Merci. Merci donc à M. Eric Razonard, notre premier intervenant aujourd'hui, d'avoir bien expliqué le concept RSE pour l'entreprise Guanomad, un des fleurons des entreprises de Madagascar. Comme il a été, on a donné un peu plus de temps avec la vidéo et tout, etc. Je vais être juste avec tout le monde, donc j'accorderai le même temps imparti pour la présentation. À la fin des interventions, en tant que modérateur, j'ai droit à quelques questions, donc je vais réduire mes questions pour vous laisser à la fin poser vos questions. Voilà, très bien. Donc, sans transition, je passe la parole maintenant à Madame Melisa Guelorati-Mazaf pour sa présentation.
juste que la présentation se met sur la télé. Donc une petite virgule, parce que en attendant donc le côté technique. Bon, je vais essayer. Ah, voilà, très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc je me présente Melissa Geller-Atimaza. Je suis actuellement consultante. Tout d'abord, je veux vous remercier pour le privilège et l'honneur d'être ici avec vous aujourd'hui, d'être parmi vous et d'avoir le privilège d'être parmi ces intervenants. Je vous remercie d'avance pour votre attention et votre présence. Ces dernières années, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études en commerce international aux États-Unis. Mais ayant grandi ici, à Madagascar, et étant de nationalité malgache, je dois dire que mon cœur est toujours resté à Madagascar. Comme la plupart d'entre nous, au long des années, j'ai pu observer au premier loge le gâchis potentiel indéniable de ce pays, à commencer par ses ressources physiques, mais aussi par son capital humain. Et je ne peux pas m'empêcher de ressentir comme une frustration. Néanmoins, le développement économique et social de Madagascar me tient fortement à cœur. Et aujourd'hui, je suis de retour au pays et je souhaite m'investir professionnellement, mais aussi personnellement, dans un meilleur futur pour Madagascar. Il est vrai que le potentiel de l'impact positif du secteur privé est non seulement sur... il est vrai que le potentiel de l'impact positif du secteur privé, non seulement sur la communauté, mais aussi sur l'environnement, a longtemps été négligé. Cependant, relativement récemment, le secteur privé et les entreprises autour du monde commencent à jouer un rôle de plus en plus important dans le domaine du développement économique, mais surtout social et environnemental, Madagascar inclus, combinant le triple objectif, la rentabilité, l'impact social, mais aussi l'environnement. Ainsi, le fait d'être devant vous aujourd'hui, à cette conférence, me donne vraiment beaucoup d'espoir. Ça me donne de l'espoir de voir la direction que prend ce pays en termes de stratégie de développement, axée justement sur l'inclusion du secteur privé pour une croissance inclusive et durable et de la promotion de la valeur partagée. Au long de mon séjour aux États-Unis, j'ai eu le privilège d'assister à la version américaine de cette conférence, et pendant laquelle j'ai eu l'opportunité de découvrir des idées avant-gardistes en termes d'inclusion du secteur privé dans le domaine du développement que j'aimerais partager avec vous à travers cette présentation aujourd'hui. Oups, j'ai changé, il ne fallait pas changer, mais c'est pas grave. Donc au jour d'aujourd'hui, dans le domaine du développement et le monde des affaires, la collaboration entre les acteurs de développement et le secteur privé, axée sur la valeur partagée, gagne beaucoup de popularité afin d'assurer non seulement un développement inclusif et responsable, mais aussi et surtout afin d'assurer la durabilité, la rentabilité et croissance des entreprises. Cela nous emmène à la thématique principale de ces 2 derniers jours. On passe d'une opposition entre l'esprit de développement et l'esprit entrepreneurial à plus une collaboration basée sur la valeur partagée. Et donc, la thématique qu'on comprend depuis ces derniers jours, c'est de vraiment comprendre comment promouvoir les partenariats de valeur partagée afin de contribuer au développement économique et social responsable de Madagascar. Aujourd'hui, les investisseurs, tout comme les entreprises, ont compris l'importance de contribuer au développement de manière responsable afin d'assurer des bénéfices sur le long terme. Ainsi, dans le monde financier, un nouveau genre d'investisseurs émerge, les investisseurs d'impact. La particularité du profil de ces investisseurs est de cibler des investissements avec non seulement un potentiel de rendement financier, comme vous voyez ici, mais aussi un potentiel de rendement social. Ainsi, le but ultime de cette présentation, vous allez voir, est d'explorer plus en détail le potentiel inexploité du monde de l'investissement de l'impact à Madagascar.
Donc les investisseurs à l'impact, comme j'ai déjà expliqué, à la recherche d'investissements comprenant à la fois un rendement financier et un rendement social, cherchent principalement à investir dans 5 domaines particuliers que vous voyez ici. La croissance économique globale, qui est axée sur la promotion d'activités génératrices de croissance économique et de création d'emplois, en investissant principalement dans l'infrastructure. La croissance économique d'une filière spécifique, donc axée sur la promotion d'activités permettant la croissance d'une filière particulière, avec un potentiel d'impact important, notamment dans l'agriculture par exemple ou dans la technologie. L'innovation à l'impact, axée sur le développement d'idées innovatrices, cherchant à adresser de manière inclusive et durable les problèmes sociaux et environnementaux. Et une croissance d'un segment démographique spécifique, axé sur un segment démographique démuni ou appauvri. Et enfin, la mise à l'échelle des entreprises responsables, axée sur l'appui d'entreprises responsables afin d'accroître le potentiel de leur impact. En considérant l'état actuel de Madagascar, cela est indéniable que ce genre d'investissement responsable a le potentiel de fortement contrer la théorie du changement. À ce moment-là, vous vous demandez sûrement pourquoi l'investissement à l'impact n'a pas encore décollé à Madagascar et quelles sont les étapes à prendre afin de rendre l'environnement des affaires ici plus attractif à ce type d'investissement et investisseurs afin de créer une plateforme d'investissement d'impact. Donc, je vais vous présenter quelques défis et recommandations qui doivent être adressés en priorité, notamment l'absence de mise en liaison entre entreprises responsables ou entreprises sociales et investisseurs d'impact afin d'adresser ce défi, il est important de promouvoir le développement d'une base de données sur le marché de l'investissement d'impact à Madagascar, la création d'une plateforme de recherche d'entreprises sociales pour les investisseurs, la facilitation d'accès aux ressources indispensables comme des ressources légales, etc., l'approvisionnement d'informations afin de comprendre et analyser le potentiel de marché. Ça, c'est surtout pour les investisseurs externes. Un autre défi de ce contexte est la difficulté d'identification de projets d'investissement viables pour ces investisseurs et la capacité limitée des entreprises responsables actuelles à cause d'un manque d'appui et de soutien, soit en termes de développement de capacité, soit en termes de soutien du gouvernement. Et donc, il faut vraiment penser à développer, appuyer et exploiter les programmes conçus pour développer, améliorer et soutenir les initiatives entrepreneuriales, les PME, les grandes entreprises orientées vers des pratiques responsables et inclusives pour atteindre une durabilité fondée sur le triple résultat. Un autre défi à considérer est l'environnement réglementaire, un environnement réglementaire qui reste à clarifier. C'est sûr que le secteur privé peut contribuer beaucoup, mais sans l'appui du secteur public, le potentiel d'impact est limité. Donc il y a vraiment un besoin de politiques macroéconomiques encourageant l'investissement, le bon fonctionnement des marchés financiers et contribuant à la mise en confiance de ces investisseurs. Il y a aussi un besoin d'incitatifs fiscaux afin d'encourager l'investissement à l'impact, besoin d'avantages fiscaux encourageant le développement des entreprises responsables. Et enfin, le dernier défi à considérer est le manque de visibilité et de crédibilité du label entreprise sociale. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent ce label sans vraiment soit comprendre ce que ça veut dire ou il n'y a pas vraiment un label national qui est approprié à ça. Donc l'idée c'est vraiment de développer et soutenir le développement d'un label national afin d'identifier et de différencier une entreprise sociale d'une entreprise juste normale. Donc, juste pour conclure rapidement, le futur développement durable est sans doute dépendant sans aucun doute dépendant d'une collaboration entre acteurs responsables, notamment dans le secteur privé, et je pense fortement que l'investissement d'impact a vraiment le potentiel de positivement stimuler ce secteur, avec comme objectif d'assurer une croissance inclusive et durable pour Madagascar. Merci. Merci donc à Mélissa Guélor-Rassimazov qui nous a fait une présentation
d'un concept nouveau, un nouveau type d'investisseur, qui est les investisseurs à impact. Nous aurons donc un peu plus d'opportunités d'échanger avec tous nos panélistes plus tard, j'en suis certain. Mais maintenant, je demande à M. Étienne Berthelot de bien vouloir. Donc bonjour à tous et merci d'être présents nombreux à ce salon sur la RSE et les initiatives pour le développement durable. Je m'appelle Étienne, je travaille pour la société EcoCert, organisme de certification présent à Madagascar depuis 1994, donc un peu plus de 20 ans. Et nous certifions pour beaucoup de référentiels, mais notamment la certification biologique, donc de production végétale et animale, mais également d'autres types de certifications comme le commerce équitable ou des certifications des référentiels privés pour les différents marchés européens, américains, etc. Et c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui, puisque je vais vous présenter une certification RSE, parce que je me suis dit que c'était l'intérêt de ce salon aussi, vous montrer ce que les organismes de certification attendent des entreprises en termes de responsabilité sociétale, mais également comment le valoriser, ces engagements pour les entreprises, à travers des référentiels. Et le référentiel For Life que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais passer sur le sommaire. Donc en introduction, je voudrais rappeler l'intérêt économique de la RSE pour les entreprises, puisque si c'est un investissement d'une part, quelles peuvent en être les contreparties, d'autre part, et puis ensuite l'intérêt de communiquer sur sa RSE, et pourquoi. Et enfin, de ce fait, ça va découler naturellement vers l'importance d'un référentiel, et du coup du référentiel For Life qu'on a mis en place avec EcoCert. Donc les intérêts économiques de la RSE, donc ils sont internes et externes à l'entreprise. Interne, l'amélioration des relations avec ses employés va augmenter la productivité, puisque les employés vont être plus impliqués dans l'entreprise. Donc ça c'est en interne, mais en externe, ça améliore pas simplement les relations avec les clients, mais également avec toutes les parties prenantes, comme par exemple les investisseurs. On vient de voir avec la présentation juste avant sur Impact Investments que les investisseurs peuvent être intéressés justement, pas simplement par la rentabilité des entreprises, mais aussi par les politiques sociétales qu'elles mettent en place, et vont choisir d'investir dans ces entreprises, donc des investisseurs publics ou privés. Et donc, de manière générale, c'est une meilleure réputation, une meilleure image de marque, et donc une meilleure performance pour l'entreprise. Et c'est cette performance qui va fidéliser en fait toutes ces parties prenantes, donc que ce soit les clients, les fournisseurs, mais aussi les investisseurs et les salariés, c'est très important. Et du coup, en fait, la communication pour les entreprises sur cette RSE va permettre de maintenir cette fidélisation de ces parties prenantes, tout en évitant le greenwashing, qui sert à désigner les pratiques consistant à utiliser abusivement d'un positionnement ou de pratiques écologiques à des fins marketing, comme peuvent le faire certaines entreprises qui font la publicité de leurs bonnes pratiques en Europe, tout en délocalisant les mauvaises pratiques en Afrique ou en Asie. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est un engagement durable, puisque dans le monde actuel, avec tous les enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés, la RSE apparaît comme une compétence distinctive, facteur clé de succès, qui amène véritablement un plus à l'entreprise. C'est dans ce cadre donc qu'on a créé la certification For Life, donc, qui va permettre, qui est un outil de communication, donc de visibilité auprès des différentes parties prenantes, pour reconnaître et valoriser les bonnes pratiques des entreprises. Ce référentiel cette certification vient compléter la norme ISO 26000, qui peut parfois qui a été jugée peu adaptée aux TPE et aux PME, car lourde et complexe, et ce n'est pas une certification. Et surtout, en plus, ça permet à l'entreprise de mettre un cadre permettant l'évolution au fil des années de ces bonnes pratiques, en se fixant des objectifs, et donc à travers la mise en place d'une stratégie d'entreprise d'amélioration continue. Donc voilà pour le petit historique. En fait, EcoCert, la société de certification, a racheté son concurrent allemand
AIMO en 2013 ou 2014. Et ils ont fusionné leur référentiel RSE pour pouvoir en créer un seul. Donc là, vous voyez sur cette slide le référentiel Fair for Life en orange, qui est un référentiel commerce équitable, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui puisque c'est un salon sur le RSE. Si vous êtes intéressé, on pourra en parler par la suite. Mais je vais vous parler donc du référentiel qui est en bleu, le référentiel For Life, qui est un référentiel donc RSE purement, où on va venir valoriser le travail, les pratiques mises en place par les entreprises. Donc voilà, c'est un socle commun, ces deux référentiels, avec le respect des droits de l'homme, le respect des écosystèmes, la promotion de la biodiversité, le respect et l'amélioration de l'impact local, avec le For Life donc, que je vais présenter tout de suite comme engagement, les différents points d'engagement de ce référentiel. Donc, en rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on va valoriser, qu'est-ce qu'on va regarder chez les entreprises, qu'est-ce qu'on va venir certifier. Donc on va s'assurer qu'elles mettent en œuvre la responsabilité sociétale, donc en orientant leur modèle économique vers des pratiques responsables, donc ça c'est de manière plus générale. Après il va y avoir le respect des droits de l'homme, évidemment, en offrant des conditions de travail décentes. Hier, lors d'un panel, donc ici même, sur les conditions de travail, on a vu qu'à Madagascar, 12 millions de personnes n'ont pas accès à des conditions de travail décentes. 12 millions de personnes. Le respect de l'environnement, la biodiversité et du climat. Donc, en tant qu'organisme de certification biologique, membre du CIMABio, donc le syndicat malgache pour l'agriculture biologique, depuis 2011, évidemment, c'est un critère qui nous tient à cœur. Mais également agir pour un développement local durable. Donc, comme on a pu le voir dans la présentation de M. Eric, avec Guanomad qui œuvre pour un développement local en province, mais également, je vous invite à passer sur le stand des huileries Méville qui sont en train de mettre en place la production d'huile de palme à travers 2 coopératives dans la région de Tamatave, donc qui créent des emplois locaux, puisqu'ils vont aider un peu plus de 200 ménages à travers ces projets. Et donc ça c'est quelque chose de très important, développer localement les communautés. Donc voilà, et également donc, une politique d'achat responsable pour s'assurer que les fournisseurs ne fassent pas n'importe quoi à tous les niveaux et s'assurer d'une représentation et de participation au sein de l'entreprise pour promouvoir des valeurs démocratiques. Donc, voilà pour les engagements. For Life s'applique à tous les types d'opérations dans une chaîne d'approvisionnement, puisqu'on retrouve la RSE au final à tous les niveaux de la chaîne de valeur d'un produit. Donc il faut savoir que cette certification, elle peut être mise en évidence sur l'utilisation de logos sur les produits finis. Donc pour permettre justement de faire cette publicité sur ces bonnes pratiques auprès des différentes parties prenantes. Donc là aussi également envers les clients, puisque c'est eux qui achètent le produit, vos bonnes pratiques. Voilà. Donc maintenant je vais passer rapidement sur comment on certifie. Donc qu'est-ce qu'on va venir évaluer chez les entreprises? Quel est le système de notation? Après vous avoir montré les différents critères d'engagement. Donc je vais passer rapidement sur ce point-là, parce que le temps presse, et ça sera l'occasion de donner plus de détails si ça vous intéresse éventuellement après la conférence. Mais bon, c'est important quand même de noter quelques points. Donc il y a plusieurs niveaux de critères. Les critères KO, où là la certification est impossible, puisqu'il y a une violation sévère concernant par exemple le travail forcé, la discrimination, le travail des enfants, mais également la santé et la sécurité des employés à travers l'utilisation de produits chimiques interdits, mais également la déforestation, la destruction d'écosystèmes ou l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Après, il va y avoir les critères MUST qui vont être, on va dire, la norme, donc, où là l'entreprise va être demandée donc, de se mettre aux normes s'il y a des écarts par rapport à ces critères. Et ensuite, il y a les critères bonus, donc là pour vraiment valoriser les entreprises qui font des efforts assez exceptionnels et mettre en avant justement ces bonnes pratiques à travers ces points bonus qu'on va pouvoir allouer. Donc voilà, donc c'est un système de notation de 0 à 4, 0 concernant les critères éliminatoires, KO, donc on a vu sur la slide précédente. 2, on va dire que c'est la norme, donc les critères must en orange, et 4, performance exceptionnelle. Donc là, l'entreprise fait vraiment quelque chose de très très bien en termes de politique RSE. Ensuite,
prochaine slide, s'il vous plaît. De cette notation va découler un pourcentage de performance. Donc on va calculer le maximum que l'entreprise aurait pu avoir avec, si elle a eu 4 à tous les critères. Et donc ça va lui donner un pourcentage. Donc en dessous de 60%, c'est quand même pas terrible. Mais ce qui va être intéressant pour l'entreprise, c'est que ce pourcentage va essayer d'être amélioré au fil des années. Donc on va pouvoir voir la progression et on va pouvoir faire de la communication aussi sur la progression de l'entreprise auprès des différentes parties prenantes sur justement les efforts qui ont été mis en œuvre au fil des années pour aller vers l'avant tout simplement. Donc voilà, on peut en faire la publicité ensuite soit sur son site de l'entreprise, soit sur le site de Fair for Life sur les bonnes pratiques. Donc c'est un cycle d'audit en 3 ans. Il y a une certification la première année où il va y avoir le pourcentage de performance de l'entreprise. Et ensuite, sur les 2 années suivantes, le but va être justement d'améliorer ce pourcentage de performance pour être dans une politique d'amélioration continue pour voir justement des changements concrets au fil des années. Et ensuite, à partir de la 4e année, on recommence à zéro, on refait un niveau de performance, puis on essaye de l'améliorer, etc. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les entreprises pour pouvoir améliorer leur politique RSE. Donc voilà, maintenant je vais faire une petite conclusion sur les avantages de For Life. Donc c'est un outil d'identification et de gestion des risques sociaux et environnementaux pour les entreprises. Mais c'est également la possibilité de faire de la communication auprès des parties prenantes sur leurs bonnes pratiques à travers notre certification. Et en plus, c'est la mise en place de critères progressifs, donc, où chaque année on va essayer d'améliorer sa politique pour aller de l'avant. Et donc voilà, donc c'est également une certification internationalement reconnue, basée sur ISO 26000, ainsi que sur la convention de l'OIT, les critères sociaux de l'IFOM, GSCP, etc., etc. Donc voilà. Next. Et donc quelques petits chiffres sur cette certification. On est à un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires mondialement. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas qu'à Madagascar à Madagascar on lance actuellement la certification. Donc maintenant c'est bon, on y est. Mais il y a également l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et puis l'Europe bien entendu, qui est très friand de différents types de certifications, que ce soit biologique ou RSE. Voilà, donc aussi c'est plus de 5000 produits finis labellisés, pour 150 filières engagées et plus de 500 projets. Donc voilà pour cette certification. Je vous invite à venir me voir après ce panel de discussion si éventuellement vous êtes intéressé en tant que professionnel pour une certification RSE ou même plus généralement pour la certification biologique ou commerce équitable. J'ai des petites brochures à votre disposition, je vous invite à venir en prendre après le panel de discussion et puis on aura l'occasion de discuter plus longuement si ça vous intéresse. Je vous remercie pour votre attention et puis je serai disponible pour répondre à vos questions de ce. Merci. Donc merci à notre troisième panéliste. J'invite maintenant M. José Akoutmazak. Vous pouvez faire ça sur place ou venir ici, c'est à vous. Merci et bonjour à tout le monde. Je ne vais pas parler de ISO 26000, même si c'est mentionné dans ma présentation, mais je voudrais surtout attirer votre attention aujourd'hui sur la communication et la visibilité qu'il faudrait faire pour que lorsqu'on fait de la responsabilité sociétale, ça donne vraiment des avantages aux entreprises. Donc je suis Akoutmazak José, je dirige un cabinet qui donne de la formation, surtout au prix les moins chers, puisque toutes ces formations sur les normes, ça coûte quand même très cher au niveau international. Et nous avons pu organiser des formations sur la normalisation ici à Madagascar à des prix quand même défiant toute concurrence. Nous avons déjà eu l'occasion de former par exemple des auditeurs de EcoCert
également des gens de Guanomate que je vois ici. Donc, les certificats que nous délivrons sont quand même reconnus dans beaucoup d'industries. Néanmoins, donc, nous proposons aussi de la certification internationale et ceux qui sont intéressés peuvent aller voir le stand de P6 juste à côté. Donc, ma présentation, c'est comment on fait de la valorisation vraiment de ces actions de responsabilité sociétale. Ce qui se passe, c'est que en général, dans les entreprises, on détient de la comptabilité sur les finances. Mais lorsqu'on va parler donc de développement durable, normalement, on devrait avoir de la comptabilité aussi sur les autres aspects du développement durable, c'est-à-dire sur l'aspect social et sur l'aspect environnemental. Et c'est avec des éléments très visibles et très faciles à comprendre pour tout le monde que l'on devrait présenter ces états financiers, si vous voulez, sur le plan environnemental et sur le plan social. Malheureusement, cela ne se fait pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises maintenant de grande envergure, des entreprises internationales qui se lancent là-dedans et qui émettent leur compte de perte et profit environnemental et social. Et ce sont vraiment des supports très importants pour faire de la communication sur ce que vous réalisez en matière de responsabilité sociétale. Ce que l'on a souvent maintenant, ce sont de simples rapports sur voilà ce qu'on a fait, on s'est occupé des jeunes, on s'est occupé des gens vulnérables, on s'est occupé de la conservation de la biodiversité, etc., etc. Mais les chiffres là-dessus, en termes de compte, ne sont pas vraiment exprimés, ne sont pas établis. Donc, juste quelques petites informations donc, pour votre information. C'est que donc, l'idée, c'est de monter un compte de perte et profit social et environnemental pour pouvoir faire de la communication après. Donc, le système consiste à identifier pour les différents processus de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'extraction de la matière jusqu'à la commercialisation, voir et identifier quels sont les aspects environnementaux sur lesquels votre entreprise travaille et quels sont ses impacts vraiment sur l'environnement, par exemple. Et vous voyez ici quelques exemples sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les nouvelles affectations du sol qui sont artificialisées soit par des projets urbains, soit en transformant en terrains agricoles des terrains naturels, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez identifié tous ces impacts, il faudra essayer de voir quel est le coût social de ces impacts. Je vous donne ici quelques exemples qui peuvent vous aider à comprendre comment on monte ces comptes. Mais donc ici, si dans le domaine par exemple des émissions de gaz à effet de serre, votre impact donc va être en termes de changement climatique, mais sur le plan social, cela va se répercuter en termes de maladies, en termes de problèmes d'événements extrêmes comme le